et bienvenue dans Classique en scène. Je suis Philippe Gaët. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un aspect essentiel du travail de Ludwig van Beethoven, sa manière de revenir sans cesse sur ce qu'il écrit. Beethoven rature, recommence, modifie des plans entiers, retire un mouvement, en remplace un autre, parfois publie à part ce qu'il a écarté. On a parfois l'image d'un compositeur qui écrit d'un seul jet. En réalité, cette solidité que l'on perçoit à l'écoute est très souvent le résultat d'un travail exigeant. Ce travail ne concerne pas seulement le piano d'ailleurs. Prenez Fidelio, sa seule œuvre lyrique. Beethoven la remanie après la création de 1805, puis encore en 1806 et enfin en 1814. Les différentes ouvertures liées à ces versions, celles qu'on appelle aujourd'hui Léonore II, Léonore III, puis l'ouverture définitive de Fidelio, sont la trace directe de ces reprises. On a également conservé, par exemple, plusieurs versions premières de la fameuse 5e symphonie ou d'autres œuvres. Les repentirs de Beethoven ne sont donc pas des exceptions, ils font partie intégrante de sa manière de composer. Je vous propose aujourd'hui 3 dossiers au piano. La 5e sonate, c'est l'opus 10 numéro 1, avec 2 mouvements possibles qu'il a envisagés. Ensuite, la sonate opus 53, dite Waldstein, avec un mouvement lent, retiré, puis publié à part. Et enfin, la bagatelle, connue sous le titre Lettre à Élise, avec une version retravaillée et inachevée. Nous allons commencer par ce premier dossier de la 5e sonate pour piano. Il est à noter qu'on entend beaucoup dans le grand public les sonates qui ont des sous-titres, et pas toujours donnés par Beethoven lui-même d'ailleurs, et puis on oublie d'autres chefs-d'œuvre qui ne portent qu'un numéro. Pour cette sonate, justement, je vais parler de numéros, puisqu'on a dans le catalogue des œuvres qui sont mentionnées WOO52 et WVO53. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce W avec 2 O, W majuscule, O minuscule, O majuscule? Tout simplement, ce sont les premières lettres de l'expression allemande Werke ohne Opuszahl, c'est-à-dire œuvre sans numéro d'opus. Alors vous allez me dire, après il y a un numéro, donc ça ne fonctionne pas très bien. Il faut savoir que l'opus, traduction de œuvre, c'est très souvent à l'époque lorsque le compositeur se fait publier ou décide de marquer sa trace avec une édition, et donc lui-même marque des numéros d'opus. Alors c'est une règle après qui va suivre quelques variantes. Lorsqu'on a parlé de Chopin, on a parlé d'opus posthume, et là c'est donné par quelqu'un d'autre. Mais là, on a pour Beethoven des partitions qui sont simplement des brouillons ou des feuilles qu'on a retrouvées à part. Donc il faut bien les numéroter, et c'est le cas pour ces œuvres 52 et 53 dont nous allons parler. Alors, pour ce dossier, je m'appuie ici sur un texte de référence, un ouvrage que je tiens à citer, écrit par Guy Sacre. C'est La musique de piano. Ça a été publié en 2 gros volumes dans la collection Bouquins. C'est un travail absolument remarquable. Guy Sacre rappelle qu'un groupe de 4 pièces, qui portent justement ces numéros d'œuvres sans numéro d'opus 52, 53, 54 et 56, donc ce groupe a été publié en 1888 par l'éditeur Breitkopf. Et parmi elles, 2 pièces en ut mineur, 52 et 53, qui datent des années 1796 à 1798, c'est-à-dire exactement la période de composition de cette 5e sonate pour piano. Et surtout, ces 2 pièces figurent parmi les brouillons liés à cette sonate. Beethoven a envisagé qu'elles puissent servir de mouvement intermédiaire dans l'esprit d'un menuet, ou plutôt d'un scherzo, puisqu'on sait que beaucoup de ces sonates sont en 4 mouvements. Finalement, il va abandonner ce projet et va fixer la sonate uniquement en 3 mouvements. Nous allons maintenant passer au piano pour tester toutes ces versions alternatives. Nous commençons donc par la 5e sonate de Beethoven, une œuvre magnifique, qui est écrite en ut mineur. C'est la tonalité des œuvres dramatiques de Beethoven. Évidemment, on a une œuvre de 1805-1806, mais déjà Beethoven est préoccupé par cette tonalité. Et il va donc composer cette sonate qui part également de manière assez dramatique. Alors, je vais en profiter pour donner une opinion en interprétation. L'œuvre, on l'entend souvent comme ça.
C'est-à-dire qu'on a des notes assez serrées et qui sont jouées par beaucoup de pianistes comme des appoggiatures. On a déjà évoqué ce mot. Ben non, Beethoven a écrit des formules peut-être plus insistantes, et donc l'indication est un allegro molto e con brio, un allegro rapide et avec du brio, mais pas forcément à chaque fois, à chaque mesure. Ça ne se passe pas dans un presto frénétique. Je pense qu'il y a plus de poids à entamer cette 5e sonate comme ceci. Et ainsi de suite, on a effectivement un moment assez tragique. Cette sonate, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est en 3 parties. Le 2e mouvement est une pure merveille, un adagio molto, très recueilli, très spirituel, j'allais dire, très méditatif. Et ainsi de suite. Dans la formule actuelle, celle qu'on entend en concert, et d'ailleurs pas assez, j'ai dit que les sonates de Beethoven sans sous-titres sont pas forcément jouées trop souvent, on a ce final marqué prestissimo. Beethoven, première manière peut-être, déjà seconde manière avec ce caractère de rupture très fréquente chez Beethoven. Donc ça, c'est l'enchaînement d'aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'entre le mouvement lent et le prestissimo que nous venons d'entendre, Beethoven a hésité, comme je l'ai dit, et on a gardé, comme je l'ai dit aussi, des formules alternatives. Je vais vous jouer l'œuvre intitulée aujourd'hui, œuvre sans numéro d'opus 52. Alors, cette œuvre 52, elle figure comme une bagatelle. Guy Sacre l'a décrit comme une œuvre menée tambour battant, avec des notes répétées qui passent d'une main à l'autre. Et il signale aussi un détail quand même important, il n'y a aucune indication d'intensité, de nuance. Alors ça montrerait que Beethoven n'a pas mené ce premier projet jusqu'au stade de l'impression. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais vous jouer l'enchaînement du mouvement lent avec ce qu'on entendrait comme 3e mouvement. La fin du mouvement lent, magnifique. Ainsi de suite. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette solution, c'est que j'ai parlé de la 5e symphonie, on a ces formules répétées ici. Écoutez bien. Or, dans le final, alors lui est tout à fait officiel, il y a un point de péroraison du développement
qui annonce 7 ans auparavant la 5e symphonie de manière tout à fait directe. Voilà ce que ça donne. On va voir dans les exemples que je vais donner qu'il y a toujours des points de conjugaison entre les mouvements, même si certaines partitions ont été justement retirées. Alors, à présent, nous allons voir la deuxième solution pour ce mouvement retiré de la part de Beethoven. Voilà, deuxième solution, donc, autre réflexion de Beethoven pour ajouter un 4e mouvement à cette 5e sonate. Alors là, je joue des extraits, mais si vous voulez entendre ces pièces en version intégrale, elles sont disponibles, ces pièces supplémentaires, sur ma chaîne personnelle. Les liens sont en description, comme d'habitude. Et puis, si cette émission vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce en l'air, ça soutient directement Classique en scène. Donc, deuxième possibilité, nous sommes dans l'œuvre sans numéro d'opus 53. C'est un allegretto, donc un peu moins frénétique, et Guy Sacre note que ce morceau aurait fait un scherzo efficace, peut-être avec un caractère plus direct. On a aussi un passage en mode majeur avant de venir au mineur, donc un passage qui aurait effectué peut-être une transition plus douce qu'avec le moment virulent que je vous ai joué auparavant. Alors, je rejoue, comme précédemment, la fin du mouvement lent, et voilà ce que ça aurait donné. Donc. Ainsi de suite. Intéressant, de toute manière, ça reste très intéressant. Alors, je me rends compte que je vous ai joué la transition du mouvement lent avec ces mouvements qui ont été retirés. Ça peut être également intéressant de revoir maintenant ce qu'aurait donné la transition de ces mouvements supprimés avec le final. Alors, voilà ce que ça aurait donné. Je reviens justement sur l'œuvre sans numéro d'opus numéro 52, fin du mouvement supprimé, dans cette version, et finale officielle. Et ainsi de suite. Et si on adapte maintenant la fin de la deuxième solution que Beethoven avait envisagée, là nous sommes dans l'œuvre 53, voilà ce que ça aurait donné. C'est un mouvement qui est plus développé, qui justement, je l'ai dit, enchaînerait davantage. Voilà la fin de l'œuvre sans numéro d'opus 53. Et on enchaîne sur le final. Pas mal non plus, hein.
de toute manière, on voit un Beethoven qui adopte plusieurs solutions. C'est un génie, donc elles sont toutes passionnantes. Voilà, on a vu très bien ici Beethoven à l'œuvre, c'est l'atelier du compositeur. Plusieurs solutions sont possibles, mais une seule est retenue, quitte à abandonner les premières versions envisagées et très très bien écrites. Ce sont des morceaux absolument magnifiques. Deuxième dossier à présent, la sonate opus 53, dite sonate Waldstein. Alors pourquoi Waldstein? Qui était Waldstein? Eh bien, il s'agit exactement du comte Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein. C'est un protecteur de Beethoven à l'époque où il était à Bonn, musicien amateur, mais un soutien décisif lors du départ de Beethoven à Vienne, là où il a eu vraiment son grand succès. La sonate lui est dédiée en 1804. On rencontre parfois un autre surnom, moins courant en français, c'est l'Aurore, c'était très courant avant. C'est apparu plus tard, surtout dans certaines traditions étrangères, en lien avec l'atmosphère du final, dont on reparlera. Pour cette sonate, Waldstein, Beethoven avait composé un véritable mouvement lent, très développé, en fa majeur. Il va le retirer du plan définitif et le remplacer dans la sonate, telle qu'on l'entend aujourd'hui, par une introduction courte avant le final, pour faire une manière de transition. Mais pour autant, Beethoven ne renonce pas à ce mouvement. Il va le faire publier séparément en 1805 par le Bureau des Arts et d'Industrie. Donc je vais m'appuyer sur le Beethoven House. Alors qu'est-ce que c'est que ce Beethoven House? C'est une institution de référence qui est située dans la ville natale de Beethoven, à Bonn, et une institution qui abrite un musée, mais aussi un centre d'archives et de recherche avec des manuscrits, des lettres, des éditions anciennes et un important fonds numérisé. Donc ce Beethoven House rapporte un détail tout à fait parlant. Beethoven demande à la comtesse Joséphine Deym, à qui il avait confié le manuscrit, de le lui renvoyer brièvement, afin que Ries, qui était un élève et qui a été par la suite un grand compositeur d'ailleurs, afin que Ries puisse copier sa signature pour l'impression. C'est devenu un andante favori, cette pièce isolée. Alors le sous-titre « Andante favori » permet d'identifier ce morceau comme pièce vraiment indépendante. Alors, pourquoi? Eh bien, d'après Czerny, bien connu des apprentis pianistes, mais qui était proche de Beethoven, d'après Czerny, ce surnom aurait été employé par Beethoven lui-même. La pièce, finalement, lui plaisant beaucoup en tant que telle, et elle figurait souvent, d'ailleurs, on le sait, dans ses programmes privés. Les éditeurs signalent aussi que ce sous-titre se fixe progressivement dans la diffusion imprimée. Nous allons retourner au piano pour tester ce premier état de la sonate Waldstein. Nous voici donc à présent au piano avec la sonate Waldstein, une œuvre très connue du répertoire qui est marquée dès le départ avec un allegro con brio. C'est une œuvre assez virtuose d'ailleurs et assumée comme telle. Elle est en do majeur cette fois, une des tonalités les plus claires. Et voilà comment elle démarre. Elle est bien connue, je le répète. Extraordinairement brillant, et lorsqu'il s'achève, on entend, dans la version plus qu'officielle, un passage très prenant, assez mystérieux d'ailleurs, que Beethoven décrit comme une introduction. Donc en fait, ce serait presque comme une sonate en deux mouvements, avec ce passage qui va annoncer le miracle, je dirais, du final. Alors, l'introduction, juste après le final du premier mouvement, c'est ça, fin du premier mouvement. Ensuite. Passage très mystérieux,
Et cette introduction se termine ensuite comme ça. Beethoven précise, l'attaque du rondo doit être tout de suite après. Fin du mouvement lent, passage lent. Après, ça va se déployer. Il y a un trajet, un parcours, une logique, une émotion, je dirais presque dramaturgique, dans cette pensée de la sonate. Ce n'est pas son premier état. Il y a ce mouvement dont j'ai parlé. Voilà ce que ça donne dans la première idée de Beethoven. Au premier mouvement brillant, Beethoven va rajouter, dans sa première opinion, un andante gracieux et qu'il précise avec mouvement. Alors, il y a peut-être un peu d'humour beethovenien, parce que si on se fixe sur le départ pour le tempo, c'est un peu comme en déchiffrage, on risque d'avoir progressivement des surprises, parce que le thème est très simple, et au fur et à mesure des pages, il va se déployer en notes très serrées, en octaves très difficiles et très virtuoses, en double note, en tout ce que vous voulez. Donc, c'est un mouvement qui doit sans doute se concevoir de manière quand même assez recueillie. Alors, pour bien l'entendre, puisque vous l'avez à nouveau en enregistrement complet sur ma chaîne perso, je vous joue la fin du mouvement précédent et l'enchaînement. Et ça va se déployer ainsi. Même système que précédemment, voilà ce qu'aurait donné la conclusion de ce premier mouvement prévu à l'origine. Je ne sais pas si vous voyez de loin le côté très noir de la partition, très chargé en notes, mais voilà ce qu'aurait donné la transition de ce mouvement lent avec directement le final, toujours aujourd'hui, de la sonate Waldstein. Alors vous constatez que cette atmosphère
de lever de soleil, on évoquait l'aurore, ou cette atmosphère de miracle qui apparaît, d'inspiration, arrive de manière beaucoup plus abrupte si justement on change de mouvement directement. Et c'est sans doute pour ça que Beethoven, à la réflexion, a préféré amener ce final qu'on entend aujourd'hui, mais tout en gardant pour l'édition cette andante favori. Il y a quand même des traces, tout à l'heure on évoquait des éléments de 5e symphonie, il y a des traces, et notamment de couleurs sonores. Ce qu'il y a de très marquant dans ce final, on ne peut pas forcément le réaliser jusqu'au bout dans les pianos d'aujourd'hui, parce que la résonance des pianos actuels est beaucoup plus longue que les pianos de l'époque, mais Beethoven, dans ce final, demande qu'on tienne la pédale pour donner une atmosphère presque impressionniste, j'allais dire, dans ce thème. En toute rigueur, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que dans la fin du premier andante, on a déjà la préfiguration de ça avec Beethoven qui demande qu'on tienne la pédale juste avant la fin de la transition. Je vous joue ça. Avec toutes les cordes du piano qui continuent à résonner. Donc, une solution potentiellement valide, mais démentie par la dramaturgie que Beethoven a voulu donner à l'ensemble du trajet de sa sonate. Voilà, je vous rappelle que les versions intégrales sont disponibles sur ma chaîne personnelle. Les liens sont en description. Troisième dossier. La bagatelle en la mineur, Werke ohne Opuszahl, son numéro d'opus 59. La lettre à Élise. Ah oui, ça c'est peut-être plus poétique et moins précis. Cette pièce est tellement connue que je ne vais pas la jouer aujourd'hui, mais je ne jouerai que la version retravaillée, celle qui va montrer comment Beethoven revenait sur sa propre musique. Je m'appuie ici sur l'édition Bärenreiter de 2021, c'est tout à fait récent, dont la préface est signée par le musicologue Mario Aschauer. Alors le titre, déjà, Lettre à Élise, tout le monde parle d'Lettre à Élise, mais peut-être sans s'interroger suffisamment sur ce libellé. L'édition Bärenreiter rappelle un point essentiel, ni le titre original, ni l'identité de Élise ne sont établis avec certitude. Le prénom Élise provient d'une lecture faite au XIXe siècle d'un autographe aujourd'hui disparu. On ne peut donc plus vérifier cette lecture. Plusieurs hypothèses existent pour trouver cette fameuse Élise. Alors il y avait dans le cercle de Beethoven une Élisabeth qui était cantatrice et c'était l'épouse du compositeur Hummel. Ou alors une autre lecture qui permet d'identifier Thérèse. Et on pense, quand on connaît un peu la vie de Beethoven, à Thérèse von Drosdick, née Malfatti, Thérèse Malfatti. On ignore comment elle l'avait reçue. Cette bagatelle a été composée vers 1810, et puis elle est tombée dans l'oubli complètement. Et ce n'est que 38 ans après la mort du compositeur, en 1865, que le musicologue Ludwig Noll découvre la partition manuscrite. Et c'est dans un très très mauvais état. C'est dans un si mauvais état que seules les dernières lettres du titre apparaissent. S-E. Bon, Noll les rapproche de manière arbitraire complètement du nom Élise, puisque c'est écrit S-E. 2 ans plus tard, il fait ainsi imprimer la partition sur le titre de Für Élise, pour Élise, et ça connaît un succès absolument fulgurant. L'autographe avait été trouvé par ce musicologue, Noll, chez Babette Bredel, qui était professeur de piano à Munich. Et puis après, le manuscrit a à nouveau disparu. Les recherches récentes n'ont vraiment pas permis de le retrouver. Et dans cette édition Bärenreiter dont je parle, la préface apporte un éclairage important. L'autographe avait été légué par Thérèse Malfatti à Rudolf Schachner, qui était un musicien de Munich. Or, Schachner a été identifié
comme le fils illégitime de Babette Bredel, chez qui on a retrouvé cette partition. L'hypothèse est simple donc, avant de partir pour Londres, Schachner aurait confié à sa mère certaines de ses possessions, dont ce manuscrit. Ça expliquerait pourquoi le musicologue Noll l'aurait retrouvé chez Babette Bredel en 1865. Après ça, plus de traces. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Beethoven est revenu plus tard sur cette bagatelle. Un brouillon autographe conservé montre des retouches au crayon. Beethoven modifie, déplace, réécrit, puis laisse cette version inachevée. Le texte montre aussi que cette révision s'inscrit dans l'idée d'un recueil de bagatelles. Beethoven numérotait les pièces comme pour une publication. Cette édition Bärenreiter de 2021 propose une version jouable de cette révision en précisant qu'il s'agit d'un choix éditorial, c'est-à-dire que Mario Aschauer est parti de notes quand même assez précises pour produire une version jouable, et je vous propose de retourner au piano pour comparer et voir comment on pourrait jouer aujourd'hui d'une autre manière cette lettre à Élise. Alors voilà cette version qui va certainement surprendre plus d'un, et oui, une version non pas traficotée, mais retravaillée par Beethoven, qui sans doute n'était pas complètement satisfait de la version, pourtant qui est appréciée par tous aujourd'hui, de sa lettre à Élise. Alors, vous avez la version complète sur mon site personnel, le lien est en description. Je vais simplement et assez rapidement vous montrer des petites différences, comment Beethoven est parti de ce qu'on connaît et a voulu changer quelques petites choses. Alors, le début reste le même, c'est toujours... avec des petits décalages quand même à l'accompagnement. Et plutôt que d'entendre tout le temps, qui revient très souvent, il faut bien le dire, Beethoven essaie de changer un petit peu les tournures. Lorsque ça revient, voilà comment Beethoven écrit. Il y a d'autres différences. Ouais, c'est ça. C'est très 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 ornemental. Ensuite, on a la section qui commence à effrayer les élèves qui veulent à tout prix travailler à lettre à Élise, qui devient un peu plus compliquée. C'est cette section. Or, Beethoven, sans doute, a dû penser, là encore, que la transition était un peu abrupte. Et il a rajouté quelques mesures ultérieurement, ça donne ça. Entendu, il y a encore de l'ornementation. Dans le plan, dans la structure, on a également des petits changements, et notamment un passage où, dans la version que vous connaissez tous, il y a un déploiement en cours d'ailleurs, d'accords parfaits et d'arpèges. Beethoven le repousse, après réflexion, à la fin. C'est ici, en fait. On sait qu'on a... Mais pas dans cette version de Beethoven, c'est ça. Dans ce nouveau travail, Beethoven revient tout de suite sur l'élément thématique. Alors que deviennent ces arpèges? Beethoven les met à la fin. Écoutez ce que donne la fin de cette version révisée de la lettre à Élise par Beethoven. Étonnant, non? Voilà, pour comparer et écouter les œuvres en entier, les liens sont en description sur ma chaîne personnelle. Si cette émission vous intéresse, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à partager à vos proches.
Aujourd'hui, nous avons donc vu 3 manières différentes de la part de Beethoven pour revenir sans cesse sur son travail. On a vu comment autour d'une sonate, il essaie plusieurs mouvements avant de resserrer le plan. Pour la Waldstein, on a vu qu'il a d'abord l'idée d'un mouvement, il le retire et il le change, mais il garde quand même un mouvement pour l'édition séparée. Puis enfin, pour la bagatelle dite pour Élise, la lettre à Élise, il revient sur une pièce célèbre, peut-être pas encore à l'époque, mais en tout cas, il la retravaille pour laisser une version finalement inachevée et pour laisser de côté ce travail d'atelier de compositeur. La prochaine émission de Classique en scène s'intitulera Brahms en cadence. Ben oui, nous partirons à la découverte de pages peu jouées de Brahms qu'il a écrites comme cadence pour des concertos d'autres grands compositeurs. On en profitera peut-être aussi pour découvrir d'autres pages rarissimes de Johannes Brahms. Je vous rappelle que la première diffusion de Classique en scène a lieu tous les dimanches à 19h30, et puis après ça reste évidemment sur YouTube. Merci pour votre écoute, et à très bientôt. Au revoir.